grande formule, c'est M majuscule. Tu peux mettre le A, mais en indice, comme tu veux, en majuscule ou en petit a. Donc je te l'écris, Emma, comme ça. Et c'est égal à A%. Alors, il y a des variantes. Ça peut être A en ppm, ça, bon, en partie par million. Le partie par million, c'est 10 moins 4, quelque chose comme ça, que multiplie. Alors là, je te l'écris en gros. Le flux. Ah, sur le fil, tu mets pas de petits... Oh ben, mais non, mais je t'en mets un. Là. Non, c'est de petits trucs comme ça. Toi, je fais. Ah oui, excuse-moi, non, mais j'oubliais. Voilà, comme ça, il est très très bon. Alors, donc, A, c'est la concentration de l'espessa que tu regardes dans l'atmosphère. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est la concentration dans les micrométéorites, alors en pourcent, en ppm, dans les micrométéorites. Alors, je te mets MMS, oui. C'est très facile à retenir. Et ça c'est l'histoire extraordinaire. Ça. C'est notre passé reculé. C'est notre passé reculé, la période dite du bombardement intense. La période du bombardement intense. Donc ça, c'est le précambrien, l'AD1, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est l'AD1. Disons que pour moi, ils me font chier. Bon, normalement, ils te disent que c'est supérieur à 3,8 milliards d'années, quelque chose comme ça. Ben, enfin, bon. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est toute l'histoire passée de la Terre. Et moi, ce que j'ai fait ici, je me suis dit, j'en ai plein de cul de ces modèles, etc. Je vais prendre, parce que j'ai un choix terrible ici, je vais prendre 2 espèces dans l'atmosphère terrestre qui sont les plus inertes, le néon et l'azote. Et ça ne va pas te faire des composés chimiques qui vont se planquer quelque part dans une grotte et que tu ne vas pas mesurer. Bon, ils vont rester ici. Ils sont très volatiles l'un et l'autre. Ils ne vont pas aller se planquer dans un endroit qui est chaud. Bon, parce qu'ils vont sortir. Comme l'iridium. Ah ben non. Alors, l'iridium, ça sera justement l'opposé, si tu veux, du néon et de l'azote. Hein, d'accord. Mais ça... Et c'est simple, c'est une science simple, ça. Tu te dis, bon, ils vont rester là, ils ne peuvent pas me faire de composés chimiques, ils ne peuvent pas se précipiter sous forme de minéraux dans la mer, etc. Ça, je me les ramasse, je mesure. Et ça c'est extraordinaire, c'est le flux intégré depuis des micrométéorites, depuis quand ? Alors là, depuis quand ? Depuis le début. Tu introduis un scénario. Alors ça, c'est un scénario très simple. Ils n'aiment pas ce qui est très simple. Tu te dis, ça, c'est ce qui a formé la Lune. Tu as eu le dernier impact majeur sur la Terre par un corps de taille martienne. Ça s'est formé vers, alors je ne me rappelle plus très bien, vers 4 oui, c'est ça où j'aurais dit milliards d'années. Paf, tu fous une couche de débris en orbite, et puis là, t'attends, c'est assez rapide, hein, l'accrétion, et tu formes la Lune. Mais ce que les mecs oublient de te dire, c'est que tu formes la Lune, mais tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu souffles. Bon, parce qu'avant, il y a un volcanisme intense. La jeune Terre, elle était chaude. On disait qu'il y avait des océans de basalte. Ça parpinait de tous les côtés, etc. Bon, tu avais une sorte de super atmosphère volcanique. L'impact majeur qui te forme la Lune arrive, il souffle tout. Il n'y a plus rien. Et il était tellement complexe, cette atmosphère-là, qu'on n'aurait jamais pu le retracer. Jamais. Bon, parce que c'est toute l'histoire d'accumulation des volatiles. Il suffit que sur 10 impacts, tu aies un impact qui soit une boule d'argile, par exemple, bon, ça va te dominer tout, bon, parce qu'il y a de l'eau dans l'argile, etc., etc. Et là, ça te souffle tout. Bon, et tu commences
avec le flux de micrométéorites. C'est là, il n'y a plus rien, et les micrométéorites arrivent avec leurs volatiles, etc., etc. Pouf, elles te relâchent leur truc. Alors c'est vachement simple ça. Tu connais la quantité totale de néon et d'azote dans l'atmosphère, les concentrations dans les micrométéorites, et tu peux déduire le flux intégré du bordel. Tu déduis le flux intégré du bordel. Alors, oui, parce que ça n'a pas changé depuis le début. Non, mais le flux intégré, il est énorme. Si tu le déduis avec des formules comme ça, c'est 1 million de fois plus ou 2 millions de fois plus que de nos jours. Le flux, le nombre de tonnes par an, c'était énorme au début. Bon, parce que la Terre, elle s'est faite par l'accrétion de bolides. Bon, et tu déduis ce truc, alors je vais peut-être te dire, bon, je ne l'ai pas en tête, bon, c'est quelque chose, c'est X multiplié par 10 puissance 14 grammes ou quelque chose comme ça. Et là, tu prends ce flux et tu te dis, je vais calculer les autres trucs avec ce flux. Alors, tu peux prendre le flux avec le néon et tu calcules tous les autres, c'est-à-dire l'azote. Tu calcules le CO2 qui est sous forme de carbonate maintenant dans les roches sédimentaires. Ouais. Et dernièrement, ce que j'ai fait, tu vas plus loin, tu vas dans le manteau supérieur avec l'iridium, l'osmium et le ruthénium, c'est-à-dire c'est les métaux du groupe de l'iridium. Et tu sais en plus que ces métaux-là ont une affinité extraordinaire pour le soufre. Il y a des sulfures de fer dans le manteau terrestre. Donc, tout ça, ça donne des sulfures d'iridium, de fer qui contiennent... parce d'accord. que c'est des perlimpinpins, mais ils vont te suivre. C'est des sulfures... Sulfure de fer. C'est des métaux, si tu veux, qui suivent le soufre et le fer. Donc, ça te donne des sulfures de fer et ils sont là-dedans. Et là, alors avec ton flux, tu connais les quantités totales dans le manteau, parce que les mecs, ils ont mesuré tout ça, etc. Et tu peux déduire les concentrations d'iridium dans les micrométéorites. Et c'est les concentrations que tu mesures. Ou bien, avec les concentrations que tu mesures et ce flux, tu calcules les quantités totales. Et c'est les trucs, dis donc. Alors moi je me dis, écoutez, vous me faites chier les gars, je prends le néon et l'azote qui sont complètement inactifs, je prends le soufre qui est très actif, je me prends les métaux du groupe de l'iridium, osmium et ruthénium, et merde, et je trouve les bonnes quantités avec cette formule de 3. D'accord. Alors maintenant tu te dis... Mais tu trouves les bonnes quantités dans la masse totale que l'on mesure dans le manteau terrestre, que l'on mesure dans les océans terrestres, si je considère l'eau, par exemple. Et c'est mesuré comment ça ? C'est par une l'eau, c'est la quantité totale. Mon vieux, là, les géologues, ils ont des tas. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est les géologues, c'est pas moi qui mesure ça. C'est les mesures faites par d'autres. C'est Anders qui a fait la mesure du CO2 qui est bloqué dans les roches sédimentaires sous forme de carbonate, et ça correspond à une atmosphère de 60 atmosphères de CO2. Il y avait 270 atmosphères d'eau, 60 atmosphères de CO2. Je ne sais pas si tu vois, maintenant on parle, je ne sais pas, c'est 3 millièmes d'atmosphère de CO2, mon Dieu, ça va tout faire claquer, etc. Alors que la Terre, elle s'est avalée 60 atmosphères de CO2, etc. À l'époque, on ne vivait pas dessus non plus. Non, mais c'est rien, si tu veux, à côté de ces quantités énormes de CO2 que tu as. Alors, l'image que je veux te donner, mais c'est pas pour moi, c'est que putain de merde, ça a été tellement progressif, elle est tellement simple, tu la donnes à une classe de 3... Enfin, je sais pas quelle classe, il faut qu'ils manipulent
les puissances de 10 pour pas se comprendre, pour pas se mélanger. Là, c'est des pourcents, là, ça va être des grammes par 100 millions d'années, ça va être bon, etc. Mais enfin, tu te démerdes avec ça et tu rends compte de tout. Putain, tu rentres dans le manteau terrestre avec une hypothèse et tu choisis deux modèles. Il y a deux modèles de fonctionnement du manteau terrestre. Je te raconte tout ça parce que je suis parti et je ne veux pas que tu t'engages. Deux modèles de fonctionnement du manteau terrestre. Bon, parce que tu sais, tu le sais probablement pas, mais il y a le manteau supérieur, le manteau inférieur. Alors il y a deux théories. Il y a une théorie qui te dit que le manteau supérieur, ça ne se mélange pas avec le manteau inférieur. Bon, il y a une frontière étanche. Et puis l'autre qui te dit que tout se mélange. Et bien moi, je choisis le seul modèle qui marche, c'est celui où les deux manteaux sont séparés. Ils ne se mélangent pas l'un à l'autre. Parce que si je mélange les quantités que je calcule dans tout le manteau, mes concentrations ou mes masses totales, elles diminuent par un facteur de 4. Donc, je choisis un modèle de manteau. Et ça fait hurler les mecs qui disent « Mais il y a un mélange entre les deux manteaux. » Alors, je fais face à toutes sortes de mecs. Les mecs, je leur dis « Mais c'est faramineux, c'est magique, notre néon et notre azote. C'est un test terrible sur votre atmosphère. Expliquez-moi le rapport néon sur azote sur Terre. » Incapable, ils ne peuvent pas. Et moi, je l'explique. Ça. Bon, je l'explique parce que, et là, je ne te le raconte pas parce que tu ne peux pas suivre, mais le néon, il a une origine et l'azote, il a une origine. L'azote, c'est la matière organique qui est dans les micrométéorites, c'est le fameux kérogène. Bon, il y a que l'azote, dans le kérogène, tu mesures la concentration du carbone, de l'azote, mais c'est très récent tout ça. Il nous a fallu 15 ans pour mesurer ces putain de concentration là. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'est la démarche, mais tu as l'idée de l'équation très tôt. Mais elle n'est pas valable tant que tu n'as pas... Et ça, c'est une merde terrible qui demande une persévérance absolument terrible. Alors, si tu me demandais, moi, quel est, si tu veux, le truc marquant de ma recherche, et c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est les collègues avec qui je collaborais, c'est mesurer les concentrations de ces putains de trucs dans les micrométéorites que je les ai apportés. Alors, c'est difficile de te dire, mais c'est quoi cette formule? Mais c'est un travail de groupe en plus. Parce qu'après, ce que je me suis dit, moi, attends, là c'est beau, mais ça ne m'apprend rien sur l'ADN. Bon, j'ai le flux de micrométéorites qui s'est accumulé dans l'ADN rapidement, mais c'est dû à quoi ça? Eh bien, je suis retourné sur les cratères lunaires. Il te donne une courbe de cratères lunaires qui diminue en fonction du temps. C'est Hartmann qui a fait le boulot. Donc c'est les impacts? C'est les impacts sur la Lune par des gros corps. Mais si tu as 1000 fois plus de gros corps dans le système solaire, tu auras 1000 fois plus de micrométéorites, parce que c'est les gros corps qui te génèrent. Ça, c'est une hypothèse simple aussi. Et ça marche. C'est-à-dire que avec le modèle d'impact de Hartmann, j'utilise sa courbe de cratérisation et putain, j'obtiens les flux que je déduis avec le néon et l'azote dans l'atmosphère. Et pour moi, ils ne peuvent pas battre ce modèle. Il est hermétique de tous les sens. Mais ils luttent désespérément parce qu'ils ont fait des trucs. Pour les uns, c'est le volcan. Alors j'ai appris il y a 2 ou 3 jours que le mec Rubey, il s'appelle. Bon, Rubey a été célèbre pendant 10 ou 15 ans parce que sa théorie, elle était valable pour l'atmosphère terrestre. C'était les volcans de la Terre qui fabriquaient toute cette quantité de volatiles. Tu regardes un volcan, il émet du CO2, il émet de l'azote, il émet tout ce que tu veux, du SO2, etc., etc. Et puis j'ai appris dernièrement que le mec, il était le président de la société américaine de je sais pas quoi, je l'ai là, je l'ai marqué, le président de la société américaine on va dire, de géologie. Bon, enfin un
truc important comme ça. Donc la parole, c'était le béton, et pendant 10 ans, ça a été les volcans. Mais là, ce que tu apprends quand tu suis les modèles de formation de la Lune, c'est que l'impact qui a formé la Lune a chassé toute l'atmosphère volcanique de la Terre. Il n'y avait plus rien. Et tu regardes les volcans qui se sont faits après, tu mesures le néon, l'azote et puis les autres trucs dedans, ça ne marche plus du tout. Ça marche plus du tout. D'accord. Alors, donc si tu veux, moi, mais c'est rare qu'on puisse te donner une formule du niveau de la classe de troisième, enfin, pour expliquer tout ça. Et moi, j'en suis effaré, j'ose même plus en parler. Là, j'ai fait des conférences devant les mecs, les spécialistes du domaine, et qui s'écrasent sur leur chaise parce qu'ils peuvent rien dire. Mais tu cherches à publier un article, etc. Là, t'es cisaillé, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que les mecs, ils ont leur fric, ils ont leur réputation sur leur modèle d'atmosphère. Et là, mon vieux, et ils ont des élèves. Bon, moi, j'ai un élève, peut-être Mathieu Gounel, mais il fait pas la taille. Et puis j'ai mes grands collègues qui défendaient ça, ils sont morts maintenant. Alors, donc, c'est très intéressant, si tu veux, comme truc. Mais je me marre. Aboutir, moi, à un truc qui est aussi simple, enfin, ça peut te paraître vachement compliqué, mais c'est la formule d'accrétion. Et effectivement, c'est une formule, mais qui résume des tas de choses. Tu vois le néon et l'azote dans l'atmosphère, les gaz les plus inertes, et puis après, tu vas dans ces éléments-là qui adorent le soufre, ils adorent se baiser avec le soufre, se marier au soufre, et puis tout ça, ça précipite dans le manteau supérieur, bon, et puis paf, donc c'est une vision que ça te donne, mais je connais pas d'exemple, moi, de formules aussi simples, si tu veux, qui te font plonger tellement dans la formation de l'atmosphère, de l'eau, de l'océan, etc. Mais c'est simplement pour que tu aies une sorte d'étalon dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu demandes au mec la formule, qu'est-ce qu'elle signifie, la formule ? Forcément. Oui, mais n'oublie pas. Mais ça peut être aussi valable. Est-ce que c'est une formule qui te permet de trier tes données avec des méthodes de statistiques qui font apparaître un truc ? Bon, tu as des méthodes de statistiques, tu vois rien, les points ils sont épars partout, et puis paf, tu prends une technique, et puis merde, et puis cette ligne-là, elle est différente de celle-là, alors qu'elles étaient superposées, etc. Bon, t'as plein de trucs, tu accumules des données, elles ne signifient rien du tout, et puis tout d'un coup, pouf, tu fais une bonne analyse statistique de tes données. Mais ça sert à ça, et ça te donne. Mais oui, mais il ne va pas te parler de sa technique d'analyse statistique. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent ça ? C'est pas une règle de 3, les analyses statistiques. C'est vachement chiant. Tu ne peux pas la résumer en une formule. Une analyse statistique, tu ne peux pas l'allumer. Et puis, c'est pareil, le mec qui va te calculer l'orbite du satellite, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui a survolé les pôles du Soleil, mais pour économiser de l'énergie, tu as envoyé le satellite sur Jupiter, tu as utilisé l'effet de fronde gravitationnelle de Jupiter pour le renvoyer sur... mon vieux, mais là, c'est les équations de la relativité générale. Tu es obligé d'utiliser. Oui, mais c'est pas seulement... C'est les sondes, c'est Pionnier... Oui, mais bon, tu lances une sonde, bon, bah, elle va où elle va, quoi. Bon, elle sort du système solaire. Attends, Tandis... Pionnier, il fallait qu'elle fasse... Jupiter, Saturne, mais celle-là, elle est pire que toutes. C'est Ulysse, je crois qu'elle c'est Ulysse, moi maintenant j'ai la tête. Ulysse qui a survolé le pôle nord et sud du Soleil à telle distance. Attends, en étant renvoyé par Jupiter. Non, tu sens bien que là-dessus, autrement tu fais filer ta sonde, tu dis bon, bah, elle va passer près de Jupiter. Et puis là, etc. Mais là, attention, elle va survoler les pôles nord et sud du Soleil à telle distance.
résistance. C'est absolument incroyable qu'on ait réussi à faire des trucs pareils, quoi. Et pour moi, ça a validé la théorie d'Einstein. Alors, t'as des mecs qui se font une réputation là où ils font parler d'eux en disant Einstein c'est cuit, c'est plus ça, c'est etc. Mais attends, mais qui viennent m'expliquer pourquoi il a réussi Einstein à faire survoler par Ulysse les pôles nord et sud du Soleil avec une telle précision.